Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va toucher un sujet très touchy, surtout pour nous en tant qu'investisseurs. Donc on se rappelle, notre objectif à nous, c'est quoi ? C'est d'avoir assez de capital bien investi pour pouvoir en vivre. Souvent, le Saint Graal, c'est d'avoir des revenus passifs. Les revenus passifs, c'est-à-dire que vous avez de l'argent qui travaille, qui ne vous demande absolument pas de temps de gestion. Donc, par exemple, le passif, ça va être la bourse. Le semi-passif, ça va être l'immobilier. Et après, en passif, vous avez d'autres choses. Alors, vous avez aussi financé, par exemple, sur Brix, des promoteurs immobiliers. On est en un peu du semi-passif aussi parce qu'on a besoin d'analyser les deals, etc., etc. Donc, le Saint Graal, ça reste quand même la bourse et c'est vraiment un des fondements de FIRE, donc pour Financial Independence and Retire Early, donc l'indépendance financière et la retraite précoce. Aujourd'hui, j'ai fait plusieurs épisodes autour de ça. Ce qu'on arrive à se dire sur un investissement, donc on va investir souvent dans des indices, donc ça va être dans l'ETF Monde où il y a plus de 1500 entreprises, ou ça peut être dans le S&P 500, donc dans un groupement d'entreprises américaines. Donc on va mettre de l'argent tous les mois et acheter tous les mois la même chose et pouvoir en vivre. Dans les années passées, on a quand même des performances de l'ordre de 10%. Donc attention, c'est brut, c'est-à-dire il n'y a pas les impôts et c'est brut. Donc attention au taux de change aussi. Quand on investit aux États-Unis, il y a quand même le taux de change entre le dollar et l'euro parce qu'on achète des actions américaines, donc des bouts d'entreprises américaines. Et attention aussi, il y a l'inflation qui n'est pas prise en compte. Donc si on met tout ça grosso modo dans l'ensemble, après, il faut faire attention sur les impôts. Donc, rajoutez quand même sur votre objectif, si vous voulez 10 000 euros par mois, rajoutez 31% d'impôts. Comme ça va vous faire le montant que vous devez chercher. Après, vous multipliez par 12, vous avez le montant à l'année. Et là, globalement, on arrive à faire entre du 6 à du 8% net d'inflation. Donc, on corrige par rapport à l'inflation. Vous vous rappelez, une baguette aujourd'hui, ça coûte 1,50 €. Une baguette dans 5 ans, ça risque de coûter 2,50 €. Donc attention à cette inflation, on va essayer de quand même réussir à garantir un niveau de vie. Une fois que vous savez tout ça, donc là on a posé le contexte. Donc le mouvement FIRE, le fait d'investir en bourse et de vivre de dividendes, ça vient principalement des États-Unis où il y a une retraite par capitalisation. Nous, on a une retraite par répartition. La retraite par répartition, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui actifs, on travaille pour pouvoir payer la retraite des gens qui sont à la retraite aujourd'hui. La problématique du système de retraite aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait assez d'actifs qui cotisent assez pour ceux qui sont à la retraite. Et aujourd'hui, l'échelle n'est pas vérifiée. On a beaucoup moins d'actifs qui cotisent pour les retraités, ce qui fait qu'on est obligé d'emprunter. Donc l'État emprunte finalement pour pouvoir financer les retraites. On parle d'un système de Ponzi. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de mettre de l'argent et ça fonctionne pour les premiers qui sortent. Donc aujourd'hui, les premiers qui sortent, c'est ceux qui sont à la retraite. Et nous, par contre, on continue à mettre de l'argent, mais on ne le touchera jamais. Donc le système de Ponzi, c'est quoi ? Demain, vous créez un produit financier qui permet de faire du 10% par an ou du 20% par an sans risque. Vous faites, les premiers qui rentrent vont s'attendre, par exemple, ils mettent 100 000 €, ils s'attendent à toucher 10 000 € d'intérêt à l'année. Et en fait, ces 10 000 €, c'est le mec que vous faites rentrer ce mois-ci qui vous met 100 000 €. En fait, vous allez prendre dans ces 100 000 € 10 000 € pour les reverser à celui qui est rentré avant. Et vous refaites ça indéfiniment jusqu'au moment où vous n'arrivez plus à faire rentrer assez de personnes dans le système et où le truc s'effondre. Et du coup, tous ceux qui ont des billes dans le Ponzi, ça s'effondre, vous n'avez plus d'argent, c'est la banqueroute et vous ne retrouvez rien. Donc si vous avez mis 1 million d'euros dans un système de Ponzi comme Madoff, vous ressortez avec rien. Et pourquoi on parle et on dit que le système de la retraite par répartition qu'on a aujourd'hui en France, c'est un système de Ponzi ? Parce que nous, aujourd'hui, actifs, nous mettons de l'argent dedans. Donc attention, ça va très vite. C'est souvent 700 € par mois. Vous pouvez regarder par rapport à votre bulletin de salaire. Pour ceux qui, comme moi, ont la chance d'avoir des revenus autres, eh bien oui, on est en train d'envoyer plein d'argent dans le système de retraite qui ne compte même pas pour notre capitalisation, donc ça c'est, pour notre retraite à nous. Donc ça c'est fantastique, c'est encore plus un truc. Alors là, on a inventé des trucs qui sont génialissimes. Bref. Et là, ce qui se passe, c'est que
on se retrouve dans un système où nous, on n'aura techniquement pas de retraite. Donc là, si vous mettez 700 € sur votre bulletin de salaire pour de la retraite, vous pouvez estimer que vous n'allez pas en toucher, voire beaucoup moins. Et aussi, on est dans un système qui n'est plus du tout égalitaire. Donc là, personne ne s'attaque à ce sujet-là, mais personne ne s'attaque aux boomers qui aujourd'hui profitent de ce système-là et ce n'est absolument pas égalitaire. Aujourd'hui, on a les salariés qui payent, qui n'ont jamais payé autant de charges sur leurs revenus, qui se retrouvent dans un milieu où l'immobilier coûte cher, la vie coûte cher et ils galèrent toute leur vie, ils ont du mal, ils font pas d'enfants parce qu'ils n'ont pas de thunes et ils peuvent pas avoir de logement. Et derrière ça, vous avez des retraités qui continuent à vivre bien ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, vivent dans un système en se disant oui, moi j'ai participé, j'ai cotisé, alors qu'en fait, en réalité, c'est pas ça. Et on n'attaque pas ce sujet des personnes âgées parce qu'on a du mal de se dire que oui, il faut remettre le système en question et arrêter de verser autant d'argent aux personnes âgées, surtout d'emprunter en plus pour que le système fonctionne. Bref, c'est un truc qui n'est pas très folichon, mais on a un autre problème sur les mains. Et c'est le problème qu'on a sur les mains aujourd'hui, c'est attention, parce que est-ce que ce système de Ponzi ne serait pas en train de se reporter sur nos investissements à nous aussi, où on fait de la capitalisation? Et ça, c'est un gros sujet. Et c'est le sujet un peu du moment. Donc, il y a un article du FT, le Financial Times, du 7 mai 2026. L'article, c'est Blissful Ignorance, Milken Elite Basque in Glow of Roaring Markets. Donc, grosso modo, qu'est-ce que c'est? Il y a une conférence qui a été tenue à Beverly Hills et qui a réuni des investisseurs, des banquiers, des dirigeants d'entreprises, au Hilton d'ailleurs. Et en fait, c'était une ambiance plutôt euphorique, comme quoi tout marche bien, il y a l'argent, le S&P 500 augmente, donc là on l'a vu depuis le début de l'année, il faudrait vérifier, mais ça se trouve on a encore pris 10% depuis le début de l'année, l'ETF Monde continue à augmenter, tout ça, ça augmente, mais est-ce que y a une personne en fait qui dans ce contexte géopolitique et économique qui est quand même tendu, on a le détroit d'Ormuz, on a le pétrole qui augmente, on a plein de répercussions qu'on ne voit pas encore qui vont sûrement être liées au pétrole, donc de l'inflation qui va tout toucher, parce que le pétrole touche les engrais, le pétrole touche les plastiques, le pétrole touche la production simplement, donc indirectement ça coûte plus cher de faire des voitures, donc on va les acheter plus cher, ça coûte plus cher de faire de la nourriture, donc on va le payer plus cher, ça coûte plus cher de livrer, bref, vous voyez l'histoire. Et en fait, il y a un participant qui a dit, écoutez, la situation actuelle, est-ce que ce ne serait pas un blissful ignorance, donc une ignorance béate? Et là, les points clés, c'est quoi? C'est exactement ce dont je vous parlais. Là, aujourd'hui, on se retrouve dans un monde qui est totalement lunaire, où un marché continue à prendre de la valeur et c'est totalement désensibilisé par rapport aux turbulences qu'on a aujourd'hui, que ce soit Trump avec ses allées et revient sur, là il veut encore faire ça, en augmentant des taux de change, en augmentant des sanctions qu'il met à droite à gauche, avec la guerre de l'Iran où il y a quand même le prix de l'essence qui a grandement augmenté. On a aussi le fonctionnement de la Fed qui intervient sur les banques. Est-ce que y a des banquiers qui se demandent est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'interroger est-ce que le détroit d'Ormuz va être réouvert ou pas? Non, le private equity qui en fait se retrouve face à énormément d'investissements qu'on ne peut pas vendre. Donc il y a plein d'assets en private equity et principalement des actifs, des dettes anciennes qui ne seront pas remboursées ou très mal. C'est un peu comme ça qu'avaient commencé les subprimes indirectement. Là on a 4 000 milliards de dollars d'actifs invendus. Des trucs qui, ça se trouve, ne valent strictement rien. Aujourd'hui, on n'en a aucune idée. En plus de ça, on va se retrouver lors de dîners privés, avec Daniel Loeb de Blackstone, des personnes de Blackstone qui se disent « Mais merde, en fait, le S&P 500, il est vraiment trop élevé par rapport au niveau qu'il devrait avoir. » Et en plus de ça, on se pose des questions. Par exemple, Citadel, Ken Griffin qui se dit, alors Citadel, un gros fonds d'investissement qui font des milliards et des milliards. D'ailleurs, j'ai des potes qui bossent là-bas et d'autres potes qui veulent rentrer. Donc ça, c'est fantastique. Et bravo à vous si vous bossez chez Citadel. Envoyez-moi un petit mail pour qu'on discute. Et d'ailleurs, tous ceux qui écoutent ce podcast, qui sont traders, ceux qui sont sales à la SG, tous ceux qui bossent chez BNP, ceux qui sont traders chez JP Morgan, n'hésitez pas à me renvoyer des petits messages pour qu'on se fasse des petits points. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Et ils se demandent chez Citadel, est-ce qu'on ne devrait pas parler simplement du coût humanitaire qu'on a aujourd'hui plutôt que les marchés s'emballent? Et encore, on a Wall Street qui s'emballe. Et en Europe, on est plutôt pessimiste là-dessus. Eh bien, on se pose toutes ces questions. Donc,
un risque géopolitique qui est pu évaluer, un risque de liquidité, donc effectivement sur des assets, de dette principalement d'entreprises privées qui en fait ne valent rien, un risque concrètement de bulle parce qu'on est à un niveau qui n'a jamais été atteint, un risque de politique monétaire avec la Fed qui imprime de l'argent et qui risque de baisser les taux avec de l'inflation qui risque de monter, un risque de décalage transatlantique, donc en fait on se rend compte que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, on reviendra dessus sur l'IA, et un risque de réputation, de coût d'opportunité aussi avec tous les véhicules d'investissement. En fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où on a ce fameux S&P, mais même cet ETF monde, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est valorisé? Et là, aujourd'hui, pire que ça, c'est de regarder concrètement d'où vient l'argent. Des informations que j'ai pu trouver. Là, aujourd'hui, quand vous avez un prix de quelque chose, c'est simplement, il faut qu'il y ait assez de vendeurs qui achètent. Donc, par exemple, si vous voulez savoir quel est le prix d'un appartement à Paris, si quelqu'un est OK d'acheter l'appartement à 1 million, il est 1 million, et quelqu'un est OK de l'acheter à 1,1 million, ça passe à 1,1 million, après un mec l'achète à 1,2 million, etc. Jusqu'à un moment où quelqu'un se dit, finalement, ça n'a aucune valeur économique, plus personne ne veut acheter 1,2 million, pour différentes raisons, soit de financement, soit comme Dubaï aujourd'hui, plus personne ne veut aller à Dubaï, ça a baissé de 30-40%. Pardon, les gens ne sont plus prêts à acheter des appartements, surtout des beaux appartements à 5 millions d'euros. Les gens sont là, non, je suis plus prêt, ça a énormément décoté pour des assets plutôt luxe. Et les gens sont là, ok, peut-être qu'à 50% du prix, je te l'achète. Eh bien, dans notre système, et je reviens sur cette pyramide de Ponzi, ce qui fait aujourd'hui le fonctionnement, et ça a été très bien pendant un nombre d'années, c'est ce système finalement qu'on fait tous, c'est d'acheter bêtement tous les mois la même chose. Et donc là, tous les mois, on est en train d'acheter avec des fonds passifs et ça représente 60% des flux. 60% des flux, c'est l'américain, c'est vous, c'est moi, où on va mettre 1000 balles tous les mois et on va acheter notre S&P 500 et faire avancer, quoi qu'il arrive. Ce qui fait que les entreprises du S&P 500, indirectement, reçoivent un fric de dingue. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder, peut-être que je ferai un épisode de podcast sur ce qu'est en train de faire justement Musk avec SpaceX. C'est exactement la même chose. C'est dès que vous rentrez dans ce S&P 500, vous avez un flux de cash à la limite illimité. Vous avez votre valorisation de boîte qui décolle. Pourquoi? Parce que chaque jour, vous avez un super gars qui est français, qui s'appelle Victor, chaque mois, qui va vous mettre 1000 balles et qui va du coup, quoi qu'il arrive, vous acheter des bouts de votre boîte et du coup, votre boîte va prendre de la valeur. Et attention, il y a un flux d'achat continu, mécanique, aveugle. Et ça, c'est concrètement le système d'un Ponzi. On est tous en train de mettre de l'argent dans un système, on est tous en train de rentrer, on se dit, on va bien ressortir à un moment donné. Et ça, c'est compliqué. Autre chose, vous avez une concentration extrême. Là, aujourd'hui, les 10 plus grosses entreprises du S&P 500 représentent 34% des profits de l'indice aujourd'hui contre 17% en 96. À vérifier les informations, mais grosso modo, c'est ce que j'ai trouvé. Et là, aujourd'hui, on a une grosse problématique, et vous l'avez sûrement vu, qui est liée dans ces entreprises du S&P 500 avec les entreprises liées à la tech, où en fait, on a des flux dans les boîtes qui en fait se font du chiffre d'affaires entre elles, voire même pire, qui voient leur progression de la valeur de leur action due grâce à l'investissement qu'ils ont réalisé dans d'autres boîtes. Donc, par exemple, on peut prendre Google. Google, il dit qu'il y a 35 milliards de profils au premier trimestre. Alphabet, Google. Mais en fait, 15 milliards, c'est-à-dire 43% de ce profit, ça ne vient pas de faire plus de ventes, ça vient de la valorisation qu'ils ont effectuée dans Anthropic, qui est une boîte d'IA qui elle-même en fait a pu avancer parce qu'elles ont reçu du financement de Google, etc. Donc on arrive dans un monde où on est presque, je vous avais déjà expliqué le concept, dans de la cavalerie financière. Alors il y a une fraude qui existe, vous pouvez regarder sur YouTube aussi, donc il y a 2 types de fraudes qui existent. Et une des premières fraudes qui existe, c'est il y a des YouTubeurs qui ont fait ça, ils ont créé une entreprise, ils ont fait 1 million d'actions, ils ont créé 1 million d'actions dans leur entreprise et ils ont réussi à vendre une action de 10 euros. Et du coup, si vous faites 10 euros fois 1 million, vous avez 10 millions, donc l'entreprise vaut 10 millions. Et en fait, en réalité, c'est vraiment ça. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois, vous avez le float, vous avez plein de choses, et c'est de la fraude, parce que ça dépend comment vous le faites, vous n'avez pas le droit de le vendre à tout le monde, mais bref, c'est d'une façon d'augmenter finalement la valeur de votre action. Et c'est grosso modo ce qui est en train de se passer là, en bourse, où vous avez des valorisations qui sont entre guillemets délirantes. En fait, on retourne dans ce mouvement un peu de bulle de l'IA, dans ce mouvement
Et j'aimerais bien avoir plus d'expertise que ce que j'ai aujourd'hui. Donc, je les expose ce que je sais. On ne sait pas de comment sera fait l'avenir. Mais j'aimerais bien vraiment avoir un véritable ressenti, beaucoup plus de parallèles avec ce qui s'est passé dans les années 2000. Mais en gros, là, on se retrouve avec des valorisations on crée des actions, on les donne à des mecs, et puis ils se revalorisent, et puis on fait du chiffre d'affaires entre nous. Et c'est terrible. D'autant plus que le chiffre d'affaires entre ces boîtes-là tourne en rond. Donc, entre Nvidia qui vend les produits, qui va réinvestir chez Google, qui va réinvestir chez Anthropic, qui vont réinvestir pour faire des data centers, et hop, ça tourne. Et en fait, là, on arrive dans un truc qui s'appelle la cavalerie. La cavalerie, c'est comment vous faites pour faire croire que vous avez de l'argent. Vous avez une première boîte, vous faites 1 million de chiffre d'affaires. Vous avez une deuxième boîte qui est à vous, vous facturez avec la deuxième 1 million à la première. Vous avez une deuxième boîte qui fait 1 million. Vous faites ça sur une troisième boîte. Résultat, vous avez 3 boîtes qui font 3 millions de chiffre d'affaires. Vous pouvez valoriser les 3 boîtes. Disons que les boîtes, bon, après, il faut revoir les chiffres, mais vous pouvez les valoriser chacune d'entre elles. Allez, disons 4 millions d'euros. Et du coup, vous avez 4 boîtes. 4 fois 4, vous venez de créer de la valeur, vous venez de créer de l'argent. Et aujourd'hui, on n'est vraiment pas loin de ça. Donc, comme d'habitude, il y a un monde où il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire que si l'IA fonctionne et cartonne comme ce qui est prévu, eh bien, si vous êtes dans les bons acteurs, ça va tout cartonner, vous allez continuer à avancer. Mais il y a aussi un monde où on se rend compte que finalement, c'est un enfer. Et la boucle vicieuse de hyper scaler en investissant dans l'IA, ça emmène que Anthropic et les autres sont valorisés de plus en plus haut. Ça implique que Google et Amazon, elles ont des hausses de profit énormes, ce qui implique que les actions augmentent, ce qui implique que le S&P monte, ce qui implique qu'il y a encore plus d'argent en passif qui rentre automatiquement. Et après, ça implique que on va réinvestir dans l'IA et ça tourne. Et c'est une spirale qui ne s'arrête pas et qui monte et qui monte. Donc, dans un monde, ça cartonne, ça fonctionne, il n'y a pas de pépin, mais le jour où il y a un pépin, où l'IA fonctionnera pas. Et attention, parce que là, on a des boîtes qui sont très fortement valorisées. Repensez à Salesforce, à toutes les boîtes SaaS qu'on a connues avant. L'intérêt, c'est que vous ayez un client où vous en ayez 10 millions, grosso modo, ça coûte la même chose et ça fait une marge de dingue. Et c'est pour ça que les boîtes SaaS étaient fortement valorisées. Aujourd'hui, dans l'IA, on n'a pas craqué le truc. Un client supplémentaire dans une boîte d'IA, ça coûte excessivement cher de computing power. Et on ne peut pas, c'est pas parce qu'on a 10 000 clients que ça va pas nous coûter 10 000 fois plus cher. Ça nous coûte réellement 10 000 fois plus cher. On n'augmente pas nos marges avec le nombre de clients supplémentaires. On a des grosses problématiques qui vont nous arriver en plein dedans. C'est quoi ? C'est le coût de l'énergie exponentiel pour pouvoir faire tourner les modèles et le coût des structures, concrètement des data centers pour faire tourner ça, et le coût des matériaux pour continuer à faire du compute power. Et ça, ce n'est absolument pas réglé. Aujourd'hui, on fonce la tête baissée là-dedans, et c'est normal, c'est le capitalisme, on y va, on a besoin d'argent, il y a un truc, il y a une opportunité. Et on est dans un monde aussi, c'est winners take it all. Comme d'habitude, ça vient du Y Combinator et ça vient de notre ami d'OpenAI qui a pendant longtemps été bercé avec le Y Combinator et qui est en train de répliquer le modèle. On est en train de se dire, il faut qu'on construise des leaders type Uber, type Google, type Facebook. Et une fois qu'il y a les leaders, ils vont tout cartonner. Et on a besoin d'une somme d'argent astronomique. Et on est en train de injecter un max de thunes. Sauf qu'au moindre pépin, et on se le rappelle, rappelez-le-vous, en bourse, on a déjà eu des chutes de 40%. Vous pouvez regarder les chutes les plus hard du S&P 500 et de l'ETF Monde, grosso modo 40 à 50%. Donc là, aujourd'hui, on pourrait très bien connaître une chute de 50% parce que simplement, on n'arrive plus à atteindre nos objectifs. Et rappelez-vous d'un truc aussi, quand vous faites des investissements, là par exemple, il y a des actions de Medincell, j'en parlais avec mon père. Donc, Medincell, c'est une boîte biotech où indirectement, on est investisseur dedans depuis très longtemps. La problématique, et j'essayais d'expliquer ça à mon père, c'est il y a un moment, les investisseurs ne vont plus investir sur la réalité concrète de votre boîte, mais sur ce que vous allez faire comme en fait, votre investissement et la valeur d'une action, c'est votre espérance de gain sur l'action. Et il y a un moment, par exemple, vous allez voir un gars, il va vous dire, écoutez, j'investis, Victor, voilà, tu me donnes 10 000 balles et moi, mon entreprise va faire 1 million l'année prochaine, du coup, je pourrais te redonner 10 000 balles l'année prochaine. Moi, je ne parie pas sur ce que fait le mec aujourd'hui, je parie sur le fait de lui dire, par rapport au risque que je prends, que je lui donne 10 000 euros et que je vais retoucher 10 000 euros dans un an, mais ça veut dire qu'il fait 1 million de chiffre d'affaires. Par exemple, ça se passe bien, je récupère mes 10 000 euros, il me dit, écoute Victor, reprête-moi 10 000 euros et l'année d'après, je vais faire 10 millions de chiffre d'affaires. Et en fait, là, je parie sur faire 10 millions. Et en fait, toutes ces valorisations aujourd'hui qu'on voit sur l'IA, c'est sur des promesses, sur des atteintes de gros objectifs qui ne sont pas forcément liés à des performances financières de cash réelles. C'est-à-dire que là, on ne sait pas faire de l'argent concrètement avec de l'IA. Ce qu'on sait faire, c'est
développer une technologie qui, sur le papier, peut réellement nous permettre de révolutionner tout ce qu'on voit autour de nous. Et ça se voit chez ceux qui programment, ça se voit chez ceux qui écrivent, ça se voit chez ceux qui font des études, ça se voit chez ceux qui font des nouvelles molécules, ça se voit dans tout ce domaine-là. Par contre, le retour aujourd'hui concrètement d'argent et de faire de la rentabilité, on ne l'a pas forcément parce qu'on est dans une phase de développement. Et c'est pour ça qu'on voit des nouvelles versions qui sortent tous les 6 mois ou tous les 4 mois, tous les trimestres, qui sont de plus en plus performantes. Mais ça a un coût exponentiel. Donc là, on est dans un monde qui est fantastique, mais il ne faut pas oublier que la pyramide de Ponzi qu'on essaie de fuir avec la retraite, le système par répartition en France, on a le même système qui est en train de se recréer sur de l'ETF Monde, sur du S&P 500, où tout le monde investit bêtement dedans. Et là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de... ce que tous les influenceurs, dont moi, c'est ce que je vous dis d'ailleurs dans mon livre « La retraite à 40 ans », sorti il y a bientôt 5 ans maintenant, j'ai refait une nouvelle version que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas à la reprendre avec quelques nouveaux chapitres. Et c'est en format poche. Il ne coûte plus que 9 euros, 8 euros, je ne sais pas combien en format poche sur la Fnac. Allez-y, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petites prises de photos du livre. La problématique qu'on a, c'est on sait qu'on a ce risque-là. Le risque, on l'a déjà connu. On a déjà vécu des moins 40, moins 50% sur ces indices par le passé. Donc là, ceux qui sont rentrés depuis pas mal de temps, effectivement, ils ont déjà fait une perte de plus de 50% sur le capital qu'ils ont injecté. Donc oui, ils vont retourner peut-être quelques années en arrière. Mais attention à ça. Le vrai truc que je devrais vous proposer et que je n'ai pas encore fait aujourd'hui, et j'aimerais bien avoir le temps de m'y pencher, c'est qu'est-ce qu'on peut faire finalement comme portefeuille pour se protéger de ce risque-là. Et il faut retenir un truc, parce que plus le temps passe, plus vous avez réussi à être dans le marché, et du coup à faire de la performance, plus finalement, même si vous faites un moins 40%, moins 50%, c'est pas grave, vous allez tenir. Par contre, il y a quelques moments où ça ne marche pas, et il y a quelques moments où c'est plus dur, c'est lorsque vous entrez, vous êtes en face du gouffre. Par contre, c'est comme d'habitude, depuis que même moi que j'ai commencé à investir, on a la sensation qu'on est dans un haut, qu'on est au plus haut et que ça va s'effondrer demain. Moi, j'ai cette sensation depuis que j'ai commencé à investir, il y a plus de 15 ans maintenant. Et pourtant, effectivement, il y a eu des cracks, il y a eu des choses, mais on est toujours revenu. Donc le marché, de ce qu'on sait en se basant sur le passé, revient toujours, mais aujourd'hui, on est quand même dans un moment qui est vraiment charnière, où effectivement, si on investit sur les bons chevaux, on peut aller très loin, mais là, on est quasiment sur, une pyramide de Ponzi. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Et ça, j'aimerais bien vous y répondre en se projetant en fait. Donc là, je suis en train de lire des études sur qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2008 et comment on pourrait avoir un portefeuille qui résiste à ça et essayer d'adapter ce portefeuille à aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il faut ne pas aller dans le marché? Je ne pense pas non plus. Si on essaie de tamer le marché, peut-être que là, on va louper les 3 à 5 ans de croissance exponentielle du marché et en fait, on va rentrer trop tard et avoir la crise. Donc, oui, il y a encore des enjeux. Si vous avez creusé le sujet de votre côté, si vous êtes renseigné sur ce type de portefeuille qui peuvent être intéressants, donc des portefeuilles qui vont mener de l'immobilier, des obligations, de l'or, voire d'autres types de stratégies, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou sur Instagram. En tout cas, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est qu'il faut rester en alerte sur cette méthode où on est beaucoup à le faire et ça vient grandement du Boom on Fire où on investit tous ensemble dans les mêmes produits chaque mois qui mènent à des valorisations délirantes. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, là, un risque existe. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'investir et arrêter d'investir dans ces indices. Moi, je pense que la meilleure diversification qu'on a, c'est finalement d'avoir plus d'argent. Si là aujourd'hui vous avez une crise demain de 40%, que vous êtes en faculté d'avoir le double d'argent investi, ça règle pas mal de problèmes. Et aussi de continuer à vous diversifier, mais surtout sur des gros montants. Donc comme d'habitude dans l'immobilier, oui, il y a des crises aussi qui seront possibles. Et oui, la crise de 2008 a fait des répercussions. La crise du marché de la bourse a fait des répercussions sur le marché concret de l'immobilier. Oui, il y a eu des chutes, mais au bout d'un moment, plus on investit, plus finalement on a une assiette suffisante pour pouvoir avancer. Et on se rappelle aussi de quelque chose, c'est lorsqu'il y a des crises, qu'il y a des grosses opportunités à saisir. Donc gardez votre cash. Encore une fois sur l'immobilier, ne mettez pas de thunes dans le locatif. Franchement, gardez votre cash, faites vraiment de la dette quand vous faites du locatif. Et là, il y aura, je pense, pas mal d'opportunités à saisir, comme les opportunités qu'il peut y avoir aujourd'hui à Dubaï. Il faut voir si vous y croyez ou pas. Mais en tout cas, moi je vous souhaite plein d'énergie. Ceux d'entre vous qui font du trading dans plein de boîtes, qui sont quant, n'hésitez pas à me shooter des petits messages
sur Insta, sur LinkedIn pour qu'on puisse échanger, quitte à ce que je vous invite sur le podcast. Si vous êtes économiste aussi, venez, donnez-moi votre point de vue. Si vous investissez depuis longtemps sur les marchés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour qu'on puisse nourrir ensemble, en communauté, cet échange et qu'on puisse s'en sortir le mieux. Vous êtes 30 000, 30, 40 000 à m'écouter chaque mois. Donc en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je suis sûr qu'à nous tous, on trouvera des très bonnes solutions. Gardez le moral, défoncez tout, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.